Je veux revenir sur cette finale de la CAN, surréaliste, chaotique, épique. 0-0 presque à la fin du temps réglementaire, un but refusé au Sénégal, puis un penalty accordé au Maroc. Fureur des joueurs sénégalais qui quittent le terrain pendant une dizaine de minutes, chaos dans les tribunes. Finalement, les joueurs reviennent, le penalty est tiré, manqué par le Maroc, et le Sénégal finit par l'emporter en prolongation. Quel est votre avis sur cette finale ? Écoutez, permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, cette magnifique équipe, ce groupe est allé chercher sa victoire. Maintenant, sur les faits de jeu qui ont marqué cette finale, j'espère que nous allons travailler pour améliorer notre institution, afin que nous n'ayons plus ces images. Parce que je pense qu'on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé hier. Notre institution, vous voulez parler de la Confédération africaine de football ? Tout à fait. La CAF, pour vous, c'est elle qui est responsable du chaos lors de cette finale ? Je ne suis pas en train d'accuser, mais vous savez, si j'accuse la CAF, je serais en train de m'accuser moi-même, parce que je fais partie de toutes ces personnes qui ont le privilège de prendre des décisions pour le football de notre continent. Ce que je suis en train de dire, c'est que, comme nous sommes en train de faire depuis un certain temps, il faut qu'on continue à améliorer notre institution afin qu'elle soit au-dessus de tout et qu'elle soit encore un peu plus forte. Mais qu'est-ce qui a été un problème, selon vous ? L'arbitrage, ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé dans les tribunes, la gouvernance, qu'est-ce qui a gâché la fête finalement ? Non, gâcher la fête, si vous le dites, c'est comme si la fête n'était pas belle. Et permettez-moi aussi de vraiment m'arrêter et de dire félicitations particulièrement au président Foudzi Ladia qui s'est investi personnellement pour offrir à la CAF des installations magnifiques afin qu'on ait une CAN relevée au niveau de la logistique. Comme président du Cameroun, j'ai eu l'occasion de le faire parcourir. Mais ici, devant le monde, je dis au peuple marocain et à Foudzi, au président Foudzi, merci pour ce qu'il a offert à la CAF afin que nous ayons une CAN au niveau que nous souhaitons toujours avoir. Maintenant, sur les faits de jeu, les arbitres restent des humains. Et je ne souhaite pas venir ici accuser des arbitres, mais il y a eu des faits de jeu qui ont marqué cette CAN à jamais. Maintenant, il revient à la Confédération africaine de football de prendre ses responsabilités et de voir ce qui a moins fonctionné afin de prendre les décisions qui s'imposent pour que nous n'ayons plus d'effets de jeu qui prennent le dessus sur ce qui nous intéresse tous, le jeu. Des faits de jeu, ça veut dire des erreurs d'arbitrage. Ah oui, des erreurs d'arbitrage. Mais n'oubliez pas que les arbitres restent des humains parce qu'ils sont comme vous et moi. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur camerounais, Pape Thiaw, Sénégalais. Sénégalais. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain, et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus. Moi, j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, parce que, vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a eu le courage. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités, mais toujours est-il que il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi ? C'est que nous avons peut-être la VAR.
ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu. Et je pense que si à un moment donné, on vérifie les faits de jeu, nos omissions seront beaucoup mieux contrôlées. Est-ce que le capitaine sénégalais Sadio Mané, qu'on a vu rappeler les joueurs, n'a pas peut-être sauvé le Sénégal parce qu'ils ont fini par gagner, mais aussi redoré le blason parce que si on sort du terrain, ça aurait pu être très très grave pour le Sénégal. Sadio Mané, c'est l'un des plus grands champions de notre continent et vraiment mention spéciale à l'homme qu'il est. Et j'ai le privilège de l'avoir comme ami et je dis vraiment ce qu'il a fait pour amener ses coéquipiers vers la victoire finale est exceptionnel. Et j'espère qu'il gagnera un autre ballon d'or avec ce qu'il a fait. Et le geste qu'il fait hier, c'est un geste de grand leader. Mais je dis une fois de plus, on ne va pas accuser les autres parce qu'ils ont peut-être demandé à un moment donné aux joueurs de sortir du stade. Vous savez, quand vous êtes là, vous avez plusieurs émotions qui vous traversent l'esprit et parfois vous vous dites c'est injuste ce qui se passe. Imaginez une poudrière, une finale de Coupe d'Afrique des Nations. 90 minutes de tension, de sueur, des duels acharnés. Et le score, toujours 0-0. On est dans les toutes dernières minutes, celles où tout peut basculer. Et là, tout explose. Un but sénégalais est refusé. Quelques instants plus tard, l'arbitre siffle un penalty. Pour le Maroc, c'est la fureur, l'incompréhension totale. Et puis, l'impensable. L'entraîneur du Sénégal fait un geste et toute son équipe quitte le terrain. Le match est arrêté. Chaos total. C'est cette scène, cette finale complètement surréaliste entre le Sénégal et le Maroc qu'on va disséquer aujourd'hui. Et pour nous guider, on a une source exceptionnelle, un entretien avec la légende Samuel Eto'o. Il ne se contente pas de commenter, il fait une véritable autopsie de l'événement. Notre mission, c'est de comprendre comment une fête du football a pu tourner au cauchemar. On va parler arbitrage, psychologie et des failles de tout un système. Allez, on déballe tout ça. C'est le point de départ parfait, parce que ce chaos, en fait, c'est pas juste une anecdote, c'est un symptôme. Et l'analyse d'Eto'o est passionnante car il ne s'arrête pas aux symptômes, il va chercher la maladie. Alors commençons par la fin, ou presque. Rappelons juste la chronologie de cette folie. Après cette interruption, qui a dû paraître une éternité, une dizaine de minutes, les Sénégalais reviennent sur la pelouse. Oui, et là, le drame continue. Le joueur marocain s'avance pour tirer le pénalty et il le manque. On pourrait presque y voir un signe du destin. Incroyable. Le match part en prolongation et finalement, c'est le Sénégal qui marque et qui soulève la coupe. Une victoire qui sort littéralement des décombres. Une victoire au goût très très particulier, j'imagine. Alors, dans ce contexte, comment Samuel Eto'o aborde la question ? Il commence par où ? C'est là que sa finesse politique et psychologique apparaît tout de suite. Sa toute première phrase, avant même d'aborder la moindre polémique, c'est pour féliciter le Sénégal. Il dit, et je cite, que l'équipe et ses supporters méritent leur victoire. Il insiste même, ils sont allés la chercher, ce titre. C'est une prise de position très forte d'entrée de jeu. Il légitime le vainqueur avant toute chose. C'est une façon de... Exactement. De séparer le sportif du chaos. Voilà, de séparer le résultat sportif du chaos ambiant. C'est un coup de maître, rhétoriquement. En faisant ça, il met le trophée dans un coffre-fort. En gros, il dit « Le débat sur le vainqueur est clos, le meilleur a gagné. Maintenant, et seulement maintenant, on peut parler de tout le reste. » Ça lui donne une autorité morale incroyable pour la suite. Personne ne peut l'accuser de partialité, le terrain est déminé. Un terrain qui reste quand même très glissant, parce que si le vainqueur est légitime, il faut bien trouver un responsable au désordre. Et la cible la plus évidente, c'est l'organisateur, la Confédération africaine de football, la CAF. Est-ce qu'il tire à boulet rouge sur l'institution ? On pourrait s'y attendre, mais il est beaucoup plus subtil que ça. Il évite l'attaque frontale. Il parle plutôt d'une nécessité d'améliorer notre institution. Le mot-clé ici, c'est « notre ». Il ne se positionne pas comme un juge extérieur, mais comme un membre de la famille qui veut résoudre un problème de l'intérieur. Il s'inclut dans la critique, donc. C'est habile. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de diluer la responsabilité ? De pointer personne en particulier ? C'est une excellente question. On pourrait le voir comme ça, oui, mais il va plus loin, avec une phrase qui est, je trouve, d'une honnêteté assez désarmante. Il dit « Si j'accuse la CAF,
je serais en train de m'accuser moi-même. Il rappelle qu'il fait partie des décideurs du foot sur le continent. Pour moi, c'est pas une dilution, c'est une prise de responsabilité collective. Il dit en substance, on a tous échoué à ce moment-là et c'est à nous tous de réparer. C'est un appel à l'action. Il se positionne en réformateur, pas en simple critique. C'est tout à fait ça. Et pour bien montrer qu'il n'est pas dans la critique systématique, il fait une distinction très intelligente. Il isole le problème. D'un côté, ce qu'il appelle les faits de jeu, la source du chaos, de l'autre, l'organisation logistique. Et sur ce point, il couvre d'éloges le Maroc et le président de sa fédération, Fouzi Libja, pour les installations magnifiques. C'est très malin ça. Il sépare l'organisateur du régulateur. Il félicite l'autre pour le contenant. Pour mieux pointer les failles du contenu. C'est ça. Le contenu, c'est-à-dire l'arbitrage. Et ça, sans se mettre tout le monde à dos. C'est de la haute diplomatie sportive. Justement, venons-y à ces fameux faits de jeu. C'est une formule un peu passe-partout. Est-ce qu'il met des mots plus précis dessus? Oui, il ne se dérobe pas. L'intervieweur le relance et il confirme sans hésiter. Il parle bien d'erreur d'arbitrage. Le mot est lâché. La source première de l'explosion, pour Eto'o, ce sont des décisions humaines, des décisions arbitrales qu'il juge fausses. Et que dit-il de ces arbitres alors? Il les accable? Non, et c'est là que son discours est vraiment nuancé. Il a une double approche. D'une part, il les humanise. Il dit qu'ils restent des humains, comme vous et moi. Il refuse de les jeter en pâture. Il comprend la pression, la vitesse. Le droit à l'erreur. Voilà. Mais d'autre part, et c'est ça le balancier, il ne minimise absolument pas les conséquences de ces erreurs. Il assène que ces décisions ont marqué cette CAN à jamais. Il y a donc une tension. Il absout l'homme, mais pas la fonction, en quelque sorte. C'est une très bonne façon de le dire. L'erreur individuelle est compréhensible, mais son impact sur la compétition est inacceptable. Et c'est pour ça qu'il déplace la responsabilité. Pour lui, le vrai coupable, c'est pas l'arbitre qui s'est trompé. C'est le système qui n'a pas su le protéger de son erreur ou la corriger. Et c'est là qu'il dit qu'il revient à la CAF de prendre ses responsabilités. C'est le grand paradoxe du foot moderne. On demande une perfection surhumaine aux arbitres alors qu'on a des outils technologiques pour les aider. J'imagine qu'il parle de la VAR. Bien sûr, c'est la solution qu'il met sur la table. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il la présente. Pour lui, la VAR, c'est pas seulement un outil de justice sportive. Il dit que vérifier les actions ne coûte rien et que ça permettrait de mieux contrôler les émotions sur le terrain. Ah, c'est un outil de gestion de crise en fait. Exactement. Un anxiolytique pour un match au bord de la crise de nerfs. Le but, c'est pas seulement de prendre la bonne décision, mais d'apaiser ce sentiment d'injustice, qui est le vrai carburant de l'explosion. Ce qui nous amène directement au cœur de l'explosion. Cette décision folle de l'entraîneur sénégalais de retirer son équipe. Rationnellement, c'est une faute professionnelle gravissime. Il risque une défaite sur tapis vert, des années de suspension. Il met tout en péril. C'est la réaction normale, la nôtre, à froid. Et c'est pour ça que la position d'Eto'o est si étonnante, si à contre-courant. Il refuse de condamner ce geste. Au contraire, il le qualifie d'acte de courage. Il dit que le coach a eu le courage de défendre son équipe. C'est une inversion complète de la perspective. Attendez, il défend ce geste. C'est quand même une décision qui aurait pu coûter le trophée à son pays. Qualifier ça de courageux, c'est pas un peu irresponsable? Ça revient pas à légitimer le fait de contester l'autorité de l'arbitre de la manière la plus extrême? Votre réaction est exactement ce qui rend la justification d'Eto'o si puissante. Il la justifie pas par la logique, mais par l'empathie. En se servant d'une histoire personnelle. Il raconte un souvenir, un match tendu Cameroun-Maroc, où, sous le coup de la colère, un de ses coéquipiers lui a hurlé de faire sortir l'équipe. Et Eto'o avoue que, dans le feu de l'action, il aurait pu le faire. Il va même plus loin. Il dit avoir été sanctionné par le passé pour avoir refusé de le faire. C'est incroyable qu'il admette ça. Ça change complètement la perspective. On voit ça comme des décisions tactiques ou irrationnelles, mais il nous rappelle que ce sont des hommes sous une pression inimaginable. Voilà. La clé de toute son analyse est dans ces deux mots. Émotion non contrôlable. Il nous sort de notre fauteuil confortable et il nous plonge dans la fournaise du banc de touche. Il nous dit « On ne peut pas comprendre la force du sentiment d'injustice qui submerge à tout ce moment-là. » La décision du coach, c'est plus une décision stratégique. C'est un cri, une réaction à une douleur qu'il juge insupportable. Eto'o dit pas qu'il a eu raison sur le plan du règlement. Il dit qu'il le comprend sur le plan humain. Et il conclut de manière très pragmatique. Au final, le Sénégal gagne. Et c'est ce que je veux retenir. La folie à payer. On comprend mieux le fil de sa pensée. La défaillance institutionnelle, les erreurs d'arbitrage, ça crée un sentiment d'injustice.
Ce sentiment génère des émotions extrêmes, et ces émotions mènent à des décisions extrêmes. Il condamne pas la conséquence, il demande qu'on traite la cause. C'est exactement cet enchaînement logique. Et dans ce tourbillon d'émotions, au milieu du chaos, il fallait bien un point de calme. Un pôle de rationalité pour que le navire ne sombre pas. Et ce point de calme, c'était le capitaine, Sadio Mané. On le voit sur les images, aller parler à ses coéquipiers, les calmer. Son rôle a été déterminant. Selon Eto'o, il a été plus que déterminant. Il a été fondamental. Les mots qu'il emploie pour Mané sont incroyablement forts. Il le qualifie de l'un des plus grands champions de notre continent, ce qui est attendu, mais il ajoute une mention spéciale à l'homme qu'il est. On sent une admiration qui va bien au-delà du sportif. C'est son sang-froid qu'il salue, son leadership. C'est exactement ça. Il qualifie son geste de grand leader et, attention, il affirme que c'est ce geste qui a amené ses coéquipiers vers la victoire finale. La nuance est énorme. Il dit pas que Mané a juste évité la disqualification. Il dit que son leadership, sa capacité à ramener la raison, a été un acte fondateur de la victoire qui a suivi. Il a été le contrepoids rationnel à l'explosion émotionnelle de son propre camp. Et il ne s'arrête pas là. Il y a cette phrase qui m'a marqué sur le Ballon d'Or. Une phrase absolument stupéfiante. Eto'o dit qu'il espère que Mané gagnera un autre Ballon d'Or avec ce qu'il a fait. C'est une déclaration radicale. Il est en train de dire que cet acte de leadership moral, cette maîtrise de soi au cœur de la tempête, a autant de valeur, si ce n'est plus qu'une saison remplie de buts. Il redéfinit ce que c'est, la grandeur. C'est pas seulement le talent, c'est aussi le caractère. C'est une vision très complète. D'un côté, il comprend et il excuse presque l'explosion émotionnelle du coach, et de l'autre, il élève au panthéon le sang-froid du capitaine qui a contenu cette explosion. Il valide la passion et la raison. Il comprend que les deux coexistent dans le sport de haut niveau et que la victoire, elle se joue souvent sur cet équilibre précaire entre les deux. Mané a été le garant de cet équilibre. Alors, faisons la synthèse. Si on suit le fil du témoignage d'Eto'o, on a une victoire sénégalaise méritée, ça il le met hors de tout débat, mais cette victoire est née d'une finale gâchée par des erreurs d'arbitrage flagrantes. Et ces erreurs ne sont pas que des maladresses individuelles, elles sont le symptôme d'une faille institutionnelle plus profonde au sein de la CAF. C'est le diagnostic complet. Et sa prescription est claire. Une réforme de l'intérieur menée par les acteurs eux-mêmes. L'utilisation de la technologie, non pas comme un juge électronique, mais comme un outil d'apaisement. Et surtout, une prise de conscience du rôle démesuré des émotions. Il ne cherche pas des coupables à punir, il cherche des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Au final, son analyse dépasse de très loin le cadre du football. C'est une leçon sur la gestion de crise, le leadership, la psychologie humaine. Absolument. Et il nous laisse avec une pensée qui ouvre une réflexion bien plus large. En parlant des institutions comme la CAF, il martèle qu'il faut tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et ça pose une question fondamentale pour n'importe quelle organisation sportive, que ce soit la FIFA, le CIO ou d'autres. Quelle est leur responsabilité ? Est-ce que leur rôle s'arrête à appliquer froidement un règlement, ou est-ce qu'ils ont aussi le devoir de gérer, d'anticiper et de canaliser ces passions humaines explosives ? La question n'est plus seulement de savoir si le ballon a franchi la ligne, mais de savoir comment on empêche les hommes de franchir la ligne rouge de la raison.